Pour sortir le pays de la crise, Vladimir Poutine promet au peuple un double objectif. Améliorer le pouvoir d'achat des Russes et rendre à la Russie son influence sur le théâtre international. Par ailleurs, Poutine se place comme un chef de guerre avec le conflit de Tchétchénie et comme un chef d'État prêt à mettre fin à la superpuissance des oligarques. En fait, quand Poutine arrive au pouvoir, il récupère une population russe assez fracturée. Entre les progressistes, démocrates, favorables à la démocratie et au rapprochement avec l'Occident, les communistes stalinistes, nostalgiques de l'esprit de la guerre froide et de l'URSS, et les tsaristes qui espèrent un retour au régime du tsar. Le nouveau président de la Fédération de Russie veut donc unifier et mélanger les symboles pour créer une identité nouvelle. Et donc pour unifier tout ce petit monde, il recycle l'hymne soviétique en faisant réécrire les paroles, il reprend le drapeau de l'époque tsariste tout en se rapprochant, du moins en apparence, de l'Occident. Certains se souviennent en 2001 de son discours pacifiste devant le Parlement de Berlin, au cours duquel il assurait que la guerre froide était terminée. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. D'autres se souviennent également du soutien apporté au président américain George W. Bush lors des attentats du 11 septembre. Poutine se disait à ses côtés pour lutter contre le terrorisme. Bref, fidèle à lui-même, Vladimir Poutine tient un discours qui plaît à tout le monde pour comprendre les avantages qu'il peut tirer de chacun. C'est le début de ce qu'on appelle le consensus poutinien. Même si ça ressemble à une dictature, on vit mieux que dans les années 90, donc on soutient Poutine. Le président peut alors tranquillement développer deux idées majeures. La verticale du pouvoir, qui consiste à réduire les pouvoirs des régions, et la dictature de la loi, c'est-à-dire la fin de l'influence des entreprises privées qui devront respecter les lois de Moscou. Poutine gouverne désormais d'une main de fer. Le second mandat de Poutine débute en 2004, comme une évidence. Une campagne maîtrisée, presque jouée d'avance. Quand Vladimir Poutine, en toute simplicité, s'invite à prendre le thé chez la veuve d'un écrivain célèbre, le caméraman et le photographe du Kremlin l'attendent depuis longtemps déjà dans le salon de la modeste maison. Vladimir Poutine est réélu pour 4 ans de plus avec 71% des suffrages. Il compte suivre les lignes claires qu'il a dessinées au cours de son premier mandat. D'abord, Vladimir Poutine commence à renouer avec l'héritage soviétique. À l'occasion de la célébration des 60 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, Poutine tient un discours en expliquant que la défaite de la guerre froide par l'URSS est la plus grande catastrophe du XXe siècle. La rupture avec la politique occidentale de Gorbatchev est marquée au fer rouge. Poutine veut marquer le coup. Et dans le silence de son bureau du Kremlin, il prépare un nouveau discours choc sur la pensée anti-occidentale. Un discours qu'il tient, en 2007, à Munich, l'apogée de la doctrine poutinienne. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Cette radicalité, qui peut sembler étonnante quand on sait que Vladimir Poutine se rapprochait du moins en apparence de l'Occident quelques années auparavant, a ses raisons. Poutine sent que l'influence de la Grande Russie, promise au peuple, commence à vaciller depuis le rapprochement de la Géorgie et de l'Ukraine à l'Occident entre 2003 et 2004. Et même en Russie, on commence à se poser des questions sur les méthodes de l'ancien directeur du FSB. On se souvient de l'épisode du Kursk, un sous-marin nucléaire russe qui, en août 2000, avait coulé après 2 explosions. À bord, 118 hommes, dont aucun ne sortira vivant. À l'époque, la tragédie choque le monde entier, d'autant plus que la Russie avait d'abord refusé toute aide occidentale. La mère d'un des marins s'était alors révoltée face aux caméras avant de se faire anesthésier contre son gré. Vladimir Poutine n'a donc pas fini. Il veut redorer le blason russe. Mais un problème majeur se pose. Nous sommes en 2008 et comme le veut la Constitution, il doit passer la main. En effet, en Russie, c'est 2 mandats consécutifs maximum et ciao. Pour Poutine, c'est inconcevable. Il a encore trop de choses à faire. Il lui faut une nouvelle stratégie. La solution est toute trouvée. La campagne assez rapide de 2008 porte au pouvoir Dmitri Medvedev, ami et fidèle de Vladimir Poutine, le parfait homme de paille. Sa candidature imposée par Vladimir Poutine signifie qu'aujourd'hui les priorités ont changé. Il ne s'agit plus de rétablir l'ordre ou l'autorité de l'État, mais de développement économique et social. Le plus important aujourd'hui pour notre pays, c'est la stabilité et la tranquillité. Les 2 alliés parviennent ensemble à contourner la Constitution. Poutine soutient Medvedev, il le fait élire. Medvedev devient alors officiellement président de la Fédération de Russie le 2 mars 2008 et dans la foulée, il nomme un certain Vladimir Poutine Premier ministre. En fait,
ils ont juste convenu d'inverser des rôles. Poutine a confiance en son ami, il le sait fidèle. Mais petit bémol, Medvedev ne veut pas être un simple pantin, il a quelques objectifs personnels, notamment lutter contre la corruption et développer l'usage d'Internet en Russie. Alors, ça coince un peu entre Dmitri et Vladimir. Le nouveau président va connaître la pression redoutable de son premier ministre. En 2008, Poutine, qui se cache derrière le président Medvedev, commandite l'invasion russe de la Géorgie. Je voudrais dire au monde entier qu'une agression caractérisée est menée contre la Géorgie depuis quelques heures. La Russie a bombardé le territoire géorgien et des zones habitées. Ce n'est rien d'autre qu'une agression extérieure. Ça y est, Dmitri est pris au piège, engagé dans une guerre toute poutinienne. Poutine est installé et se repose à l'ombre. Il sait qu'en 2012, il sera de nouveau candidat et entame sa campagne dès 2009. On le voit alors dans tous les médias. Viril, proche du peuple, à cheval ou en pêcheur, militaire, torse nu, nouveau symbole de l'ordre russe. Tout est sous contrôle. Mais voilà, Medvedev, tout en tentant de gérer la crise financière de 2008, a développé une modernité numérique. Le peuple russe a goûté à une ouverture sur le monde et sait que le retour de Poutine réduira cette nouvelle liberté. Des manifestations anti-Poutine éclatent en 2011 et 2012. C'est un événement dramatique pour la Russie. Poutine, c'est la corruption hors du commun, c'est la misère, c'est l'arbitraire de la police. C'est pour ça qu'on s'est réunis ici, pour protester contre le retour de Poutine au Kremlin. L'ancien et futur président est de marbre, il continue de se reposer, car il le sait, il ira au bout de son rêve, rétablir les valeurs traditionnelles russes, l'impérialisme, le patriotisme, la Russie éternelle. Noël 2011, qui précède les élections de 2012, est particulièrement agité dans les rues de Moscou. Cette année-là, les chants de Noël font place à des chants révolutionnaires. La Russie est secouée par des manifestations anti-Poutine. Le futur président reste serein, il ne commandite aucune répression contre les manifestants tant qu'il ne sera pas élu. Pour l'anecdote, parmi les plus fervents opposants à Poutine, on trouve Garry Kasparov, historique champion du monde d'échecs. Le slogan scandé est clair, ils veulent une Russie sans Poutine. Le candidat, presque élu d'avance, Poutine, ne dira qu'une chose, les manifestants sont de mèche avec la CIA américaine et l'Occident a corrompu ces pauvres gens. L'esthétique de la guerre froide est de retour. Le 4 mars 2012,